On arrive donc au dernier épisode de notre trilogie sur les yokai des montagnes japonaises. Et on arrive sur le dernier, et pas des moindres, à savoir le tengu. Ou plutôt, les tengus et les phénomènes qu'ils provoquent. Du coup, on va commencer par le principal. Il existe effectivement plusieurs types de tengu. Plus exactement, deux grandes races. Mais il arrive aussi que certains phénomènes qu'ils provoquent soient catégorisés comme une race à part entière. Donc c'est un peu bizarre, mais voilà, ça arrive. Vous allez voir ça pendant la vidéo. Et avant de vous lancer sur les traces du premier tengu, je vais déjà vous raconter ce que ça signifie. En gros, les kanji utilisés voudraient dire chien céleste. Ce qui s'avère dans la plupart des cas, aujourd'hui en tout cas, faux, étant donné que son apparence, c'est plutôt une apparence de rapace. Il a non seulement l'apparence du rapace, mais aussi le comportement du rapace. Quant au côté céleste, il renvoie directement au fait que le tengu est presque considéré comme un dieu, voire même comme une divinité à part entière dans certains cas. Ce qui fait tilt, c'est que parfois, on considère que le tengu est quand même une créature qui apporte le malheur et la mauvaise augure, un petit peu comme un démon, un oni. Cependant, on le voit aussi quand même beaucoup comme un protecteur, un grand sage qui essaie d'atteindre la perfection de son être. Et cette technique, ça s'appelle l'ascétisme. C'est vraiment tout un ensemble de pratiques qui visent vraiment à s'améliorer au maximum tout en étant le plus sage et avoir le plus de maîtrise possible, vraiment dans l'idée d'atteindre la perfection. Si dans beaucoup de cas, les démons et yokai japonais ont un côté gentil et un côté méchant, le tengu, du coup, ça s'est carrément divisé en deux races, le méchant et le gentil. Et on va donc commencer tout de suite par le plus fourbe, le kotengu. Comme je vous le disais plus tôt, le tengu est représenté très souvent comme un rapace, ou plus particulièrement sous forme humaine avec des attributs de rapace. Et bien le kotengu justement répond à 100% à ce critère, et même un petit peu au-delà. Dans la plupart des peintures et représentations artistiques de cette créature, on la montre avec une partie haute du corps entièrement comparable à celle d'un corbeau, du bec aux ailes, en passant par les plumes qui le recouvrent. D'ailleurs, ce mot, kotengu, signifie littéralement moindre tengu, qui n'est d'ailleurs pas le seul nom sous lequel on le connaît. En effet, il est également appelé karase tengu, qui signifie plutôt cette fois corbeau tengu. Donc comme vous vous en doutez, de par son appellation, c'est lui l'espèce de tengu la plus machiavélique. Déjà, il faut savoir que le kotengu est extrêmement orgueilleux. Et il a de quoi, il reste quand même très intelligent et très puissant. Mais cet orgueil, c'est quand même véritablement son plus gros défaut. Ce qui fait que dans beaucoup d'histoires qu'on raconte à son propos, des humains se sont joués de lui et l'ont même ridiculisé. Étant toujours à la recherche de richesses et d'objets rares et magiques, il essaie de faire toujours en sorte de donner le moins pour gagner le plus. Et en tant que fin stratège de l'arnaque, il a confiance en ses capacités. Le problème, c'est que certains humains sont à même de retourner cette soi-disant intelligence contre lui. Et au vu de certaines histoires, ça a pas l'air si compliqué que ça. Par exemple, nous avons l'histoire courte de Hokoichi. Hokoichi, c'était un jeune homme d'un petit village qui adorait profiter de tout ce que tout le monde avait à lui donner, et surtout quand ça ne lui coûtait rien en retour. Un jour, il entendit une rumeur qui parlait d'un kotengu qui avait une cape magique, une cape d'invisibilité. Et on disait également que ce kotengu pouvait éventuellement échanger cette cape contre un autre objet magique d'un grand intérêt. Hokoichi se rendit donc sur la montagne avec un bout de bambou et commença à scruter l'horizon à travers. Puis il s'exclama « Waouh, je peux voir tous les visages aux alentours, c'est incroyable !» Et comme la rumeur le disait, la créature apparut. L'objet que détenait Hokoichi l'intéressait beaucoup, alors il lui demanda s'il pouvait lui prêter, mais ce dernier refusa. Et malgré l'insistance du kotengu, le jeune homme restait sur sa position. Il se résigna donc à rendre la proposition un peu plus intéressante et lui offrit de prêter en retour sa cape d'invisibilité qu'il portait. Hokoichi tiqua et refusa encore, sauf si le kotengu lui faisait d'abord essayer la cape et qu'ensuite seulement il lui prêtait son bambou. Le rapace se dit que c'était un bon deal, donc il accepta. Il fit donc tester sa cape à Hokoichi, qui lui tendit donc le bambou magique. Seulement voilà, le kotengu ne voyait strictement rien de spécial dans cette tige et il se retourna pour demander au jeune homme s'il fallait s'en servir d'une manière particulière pour développer sa magie. Mais il n'y avait plus personne. Hokoichi avait profité de la cape d'invisibilité pour se tailler. Il y a toute une suite à cette histoire qui explique comment il utilise cette cape, mais plutôt que de vous la raconter et de sortir du bail du kotengu, je vais simplement vous la mettre en description, comme ça vous pourrez aller la lire et ça vous fera plaisir. On passe donc maintenant au phénomène lié au tengu, le tengubi, les flammes sur l'eau. Ce premier phénomène qu'est le tengubi peut être très facilement confondu avec les feux follets, mais pourtant ils n'ont pas forcément le même impact, ni la même provenance. À la base, le tengubi, c'est des petites boules de feu qui se laissent porter le long des rivières de montagne, puis qui finissent par y remonter. On dit que si on les croise, on peut être quasi certain de tomber gravement malade et même de mourir. La plupart des habitants de villages de montagne le savent, et c'est pourquoi, dès qu'ils croient apercevoir le tengubi dans les rivières, ils se jettent immédiatement au sol et se cachent le visage avec leurs sandales. D'ailleurs, on dit que ce phénomène si particulier ne serait attribué ni au kotengu ni au daitengu, mais à une autre race plus particulière, le
Kawa Tengu. On dit de lui qu'il aime importuner les pêcheurs qui viennent troubler son calme en brisant leurs équipements et en volant leurs proies. S'il ne s'agit pas d'un Kotengu à proprement parler, on pense qu'il s'agit plus d'une espèce de sourasse qui se distingue simplement parce qu'elle vit dans les marais et dans les rivières de montagne. Et il a d'ailleurs également lui aussi l'apparence d'un petit volatile, mais par contre c'est pas d'un corbeau, plutôt celle d'un oiseau de marécage comme un héron ou alors l'apparence d'un butor eurasien, comme le montre cette superbe reproduction théorique. Tengu Daoshi, les bruits des bois. Le Tengu Daoshi est une chose quand même assez particulière à vivre, mais ça ne vous arrivera pas. Je vous explique pourquoi. Toujours dans les montagnes, il se pourrait que vous passiez par des forêts. Ça arrive parce qu'il y en a pas mal dans les montagnes, surtout les montagnes japonaises. C'est déjà moyen rassurant, forcément, mais du coup, on n'oublie pas que la plupart de ces montagnes sont habitées par des yokai, ce qui est d'autant moins rassurant parce qu'on peut entendre des bruits et des phénomènes paranormaux. Parmi ces bruits, justement, il y a le Tengu Daoshi. Bon, je vais pas vous l'expliquer en détail. Oui, c'est le bruit d'un arbre qui tombe. Alors qui tombe avec fracas et qui propulse un grand souffle. Et en fait, c'est d'autant plus un phénomène paranormal parce qu'il arrive souvent quand il n'y a que vous dans cette forêt, que vous à des kilomètres alentour. Et comme vous vous en doutez, si ce phénomène porte ce nom, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'un Tengu se cache derrière. Mais comme je vous le disais, vous n'êtes pas prêt du tout d'être témoin de ce phénomène parce qu'il touche surtout les personnes qui habitent dans les montagnes, qui sont quand même plutôt recluses, comme des bûcherons par exemple, ou alors des prêtres ou des sages qui passent leur temps vraiment dans ces montagnes et dans ces forêts. D'ailleurs, quand ce phénomène se produit, on dit pas toujours que c'est le Tengu qui est mis en cause, on parle aussi parfois de Kitsune ou de Tanuki qui frappent les arbres avec leurs pattes arrière ou leur queue. Par contre, là dans ce cas-là, c'est un peu plus chiant parce qu'il arrive qu'ils frappent aussi les humains et les brisent. Donc c'est chiant quoi. Il arrive même que certains bûcherons qui vivent dans la montagne se voient réveillés la nuit parce que leur tente est bougée dans tous les sens par des yokai qui ont envie de faire la fête. Mais rassurez-vous, il ne leur arrive rien de grave. Juste, les yokai s'éclatent, ils bougent leur tente, mais au matin, il n'y a plus rien, il n'y a pas de trace de ce qui s'est passé et la personne est en excellente santé. Le Tengu Tsubete, les cailloux jetés de nulle part. C'est du coup le dernier phénomène pour lequel on accuse les Tengu. En fait, durant des randonnées dans les montagnes, plusieurs personnes ont déjà été victimes de ce phénomène, qui n'est pas si rare que ça d'ailleurs. En gros, en marchant tranquillement, sans rien demander à personne, elles ont senti un caillou les frapper à la tête. Ça arrive. Parfois, on parle de rochers qui leur tombent dessus. Là, c'est un peu plus chiant. Mais le plus particulier, c'est qu'on n'a aucune idée d'où ce caillou a pu être jeté, ni même d'où il a pu atterrir, parce que, à part l'impact sur le crâne, il n'y a aucune trace de son existence. Après, si c'était que se prendre un caillou dans la tronche, ça irait, mais ça ne s'arrête pas là. Généralement, les personnes qui sont touchées par le Tengu Tsubete tombent malades quelques temps après. Et même les personnes qui sont simplement témoins de ce phénomène finissent par être touchées par la maladie. Les chasseurs ne trouvent plus de proie, les pêcheurs ont des rivières vides et les orgueilleux tombent gravement malades. On attribue ces lancers de pierres invisibles au Tengu car on pense que cela vient forcément d'une créature malicieuse. Mais quand on se penche plus sur les victimes, on se rend compte que c'est des personnes peu recommandables qui ne respectent pas les autres et qui mériteraient une bonne correction. Ce qui finalement arrive. Alors n'oubliez pas d'être de bonnes personnes si vous pensez passer par le Japon et par les montagnes, parce que sinon, On arrive donc à la dernière partie de cette vidéo, et on va donc enfin découvrir ce que représente cette deuxième race de Tengu, le Dai Tengu. Et pour se mettre les papilles en appétit, on va commencer avec une petite histoire. Sobojo et Ushiwakamaru. En 1159, un enfant naît. Il s'appelle Yoshitsune et fait partie du clan Minamoto. Le problème, c'est que juste après sa naissance, se produit un événement qui va bousculer la vie de son clan entier et qui va même l'anéantir. La rébellion de Heiji, où le père et une grande partie des membres du clan sont tués. Yoshitsune est toujours bébé et est l'un des derniers représentants des Minamoto dont il n'a jamais connu que le sang. Il est donc envoyé au temple Kurama, dans une montagne au nord de Kyoto, pour y être élevé par des moines sous un autre nom, Ushiwakamaru. Et c'est dans ce temple de Kurama qu'Ushiwakamaru ressent les premières lueurs de son héritage. Il sait au plus profond de lui qu'il ne veut pas devenir moine. Ce n'est pas qu'il désapprouve leur éducation, mais simplement qu'il se sent voué à autre chose. Et c'est en commençant à s'entraîner pour maîtriser les arts martiaux qu'il fait la rencontre de Sobojo, qu'il observait discrètement. On dit de cette créature qu'il est non seulement un Tengu, mais qu'il est aussi le roi de sa race, car il possède la force de 1000 Tengu, ainsi que la maîtrise de presque toutes les magies et tous les arts martiaux. Il prit donc le jeune Ushiwakamaru sous son aile, et au fur et à mesure qu'il grandissait, il devenait également plus fort et plus informé sur qui il était vraiment. Une fois qu'il eut acquis toutes les connaissances nécessaires que Sobojo avait à lui enseigner, il fuit de la montagne pour aller accomplir son destin et devenir un des plus grands samouraïs que cette période du Japon ait jamais connu. Alors forcément, je peux pas vous raconter l'histoire entière car elle est extrêmement longue, et surtout qu'elle quitte totalement les traces du Tengu, pour devenir une épopée épique avec des histoires de fratricides, de guerres de clans, etc. etc. Mais donc oui, pour vous spoiler un petit peu la fin, ce fameux Ushiwakamaru est devenu le grand samouraï Minamoto, que vous connaissez peut-être. Et pour en revenir à Sobojo, comme je vous l'ai dit, il arrive qu'on le considère comme le roi des Tengu, tant ses connaissances et sa puissance sont élevées, à tel point qu'on l'estime
aussi puissant que Maoson, un des symboles de la Trinité auquel se vouent les membres du temple du mont Kurama, censé régir le développement et l'évolution des humains et de tous les êtres sur Terre. Rien que ça. Il arrive même qu'on pense que Sobojo en est une incarnation. Tout ceci est plutôt contemporain finalement comme information parce que, d'après les légendes plus ancienne, Sobojo était plutôt le genre de Tengu à enlever et bouffer les petits enfants. Après on sait pas, peut-être qu'il avait prévu de griller Yoshitsune, mais que sa détermination et l'aspect shonen l'a un petit peu inspiré, il s'est dit bon, on va l'entraîner, peut-être qu'il deviendra quelqu'un de grand. Mais du coup si Sobojo est le roi et que les Kotengu sont en bas de l'échelle, on n'a toujours pas touché le milieu, les Daitengu. Rien que physiquement, le Daitengu et le Kotengu n'ont rien à voir. Si les derniers ont le comportement et l'apparence de rapaces ignares et fiers, le Daitengu s'élève plus haut. Et à tous les niveaux. Déjà, il est beaucoup plus grand. C'est un détail tout con, mais il a le mérite d'exister. Et son apparence est presque totalement humaine. À ceci près, alors, un petit détail, qu'il a le visage très rouge et un long nez, tout en portant également des ailes dans le dos. Mais voilà, c'est des petits détails quoi. D'ailleurs, on dit que plus le nez est long, plus sa maîtrise des arts mystiques et sa puissance sont élevées. Alors imagine Pinocchio quoi. Après, tout comme les Kotengu, ils peuvent se montrer imprévisibles et très violents. Mais ce n'est pas à ça qu'ils vouent leur existence. Les Daitengu se postent au sommet des montagnes dans le but de méditer et de s'entraîner à la maîtrise et le développement de leur expertise dans tous les domaines possibles. Ils cherchent sans arrêt à atteindre la perfection. C'est également pourquoi ils s'habillent généralement d'une robe de moine ascétique. Finalement, ces créatures sont plutôt considérées comme de grands sages, à qui on attribue souvent les actes divins qui concernent les montagnes. Et au-delà de grands sages, c'est grâce à eux que la race des Tengu est souvent considérée, au-delà de surnaturel, comme divine. Beaucoup de personnes ont tenté de braver les dangers des montagnes pour atteindre les Tengu qui les habitent, afin d'apprendre la maîtrise des arts auprès d'eux. Et c'est pourquoi ils sont aussi représentés dans les mangas et les animés. Car c'est cette sagesse et cette puissance qui les rend si énigmatiques et inspirants pour la culture populaire japonaise. Je me suis vraiment passionné à faire les recherches pour cette trilogie et j'ai mis beaucoup de temps à vous la préparer parce que je voulais vraiment qu'elle soit vraiment bien, qu'elle soit, alors peut-être pas parfaite parce que rien n'est parfait, là je vous dis ça alors que j'en suis qu'au tournage et donc ça sera à vous de me dire si le montage derrière est bien. Mais en tout cas j'espère que ces 3 épisodes sur les puissants yokai japonais des montagnes vous aura plu, que vous en voudrez plus et que vous me demanderez d'autres séries parce qu'en fait j'en ai déjà plusieurs sur lesquelles je réfléchis, on verra ça plus tard, je vous en parlerai. Mais bon, d'ici la prochaine fois on sera en 2021 et je compte changer tout l'aspect de la chaîne. On gardera bien sûr le bestiaire, évidemment, vous inquiétez pas. Mais voilà, il va y avoir beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver. Je suis pressé de vous montrer tout ça. Je suis pressé que vous me suiviez dans tout ça. Et puis en attendant, eh bien, écoutez, donnez de la force, donnez du pouce rouge, de l'abonnement, faites tourner ces vidéos. Tous les liens des sources sont dans la description de chaque épisode. Et je vous ai également rajouté quelques petits bonus, quelques petits tableaux, quelques petites pièces de théâtre pour vous informer un peu plus. Et à bientôt.